Hello les livresques, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission favorite. Donc on va à la rencontre d'une nouvelle figure de la littérature gabonaise. Elle est auteure et promotrice culturelle Mam Koumba, qui vient nous parler ici de son recueil de nouvelles, les nouvelles de Marundu, publié en 2024 aux éditions Haussmann. Un livre dans lequel l'auteur réunit 12 histoires où chacun saura retirer le bon, le mauvais grain, c'est selon. Donc, vous aurez le plaisir de découvrir les 12 nouvelles dans lesquelles l'auteur ici fait parler Marundu, qui est le personnage central de certaines nouvelles. Vous allez assister à la rencontre de l'amour, à la croisée en quelque sorte de l'histoire. Donc, je vous invite à découvrir les nouvelles de Marundu avec Mamkou. Clap sur l'auteur. Alors, Mamkou, bonjour. Bonjour l'orchidée. Bon, j'avoue d'abord mon admiration pour cette charmante dame que j'ai rencontrée dans les réseaux et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec elle finalement. Donc aujourd'hui tu nous viens au Gabon avec les nouvelles de Marundu. Mais avant tout, Mamkou, on note que tu vis aux États-Unis. Est-ce que tu peux en quelque sorte nous partager une anecdote particulière vraiment de ta vie là-bas? Alors, sans la culture, je n'aurais pas, sans ma culture, sans mon enracinement culturel, je pense que je n'aurais pas pu apprécier ma vie aux États-Unis. Ah ça, c'est fort ça. C'est vrai? Non, c'est une réalité, c'est-à-dire que ma culture est au centre de ce que je suis en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que mère, en tant que professionnelle dans le domaine de l'éducation nationale, ce qui fait même le cœur de ma fonction en tant que chef du programme ou chargé du programme intégration et diversité, c'est vraiment le fait que je sois attachée à ma culture. Parce que connaître ma culture me permet d'apprécier la culture des autres et de retirer les valeurs essentielles que nous pouvons apporter dans le cadre de mes fonctions en fait. Donc sans ma culture, je n'aurais pas pu me sentir à l'aise. Ok, et tu y es depuis combien d'années? Alors je suis allée pour la première fois aux États-Unis en 2014 à l'occasion d'un stage professionnel pour le compte du ministère des Affaires étrangères aux Nations Unies. J'y suis restée à peu près 2 ans. Et après, je suis revenue au Gabon parce que je voulais pas rester aux États-Unis la prochaine fois. En tout cas, j'ai été ramenée à mon administration d'origine. Et après quelques années de flottement ici, en tout cas professionnel, j'ai fait le choix de repartir. Donc, je suis repartie depuis 2017. Et donc, 2017-2024, on est presque à bientôt 8 ans. Oui, bien sûr. On note ici que tu es la fondatrice de l'ONG Filles, Femmes et Fières. Est-ce que tu peux en quelque sorte nous parler de cette ONG? Alors, cette ONG est d'abord un élan de solidarité à l'endroit des mères célibataires de mon ancien quartier ici à Libreville aux Anguets, dans le 5e arrondissement. Alors étant moi-même, ayant été jeune fille mère et ensuite mère célibataire, j'ai fini par comprendre avec un peu d'expérience que je n'étais pas la seule dans ma situation à l'époque. Et donc j'ai tout simplement pensé à réunir ces femmes-là pour que nos intelligences convergent et que nous puissions trouver des solutions aux problèmes que nous affrontions tout ensemble plutôt que de le faire de manière isolée. Donc, j'ai commencé par des actions bénévoles dans mon quartier. Ensuite, ça s'est transformé en une petite association. Et en 2018, j'ai donné beaucoup plus de légitimité à mon action en transformant cela en ONG. Alors, je travaille avec des mères célibataires essentiellement. Nous assistons, nous accompagnons, nous conseillons les femmes et surtout nous sensibilisons les femmes aux questions de l'heure, notamment des droits de femmes, de santé sexuelle et reproductive. Nous travaillons aussi beaucoup avec les jeunes filles pour faire du mentoring, pour préparer la nouvelle génération. En gros, si vous voulez, notre créneau, c'est les filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain. Et pour qu'elles soient fières, il faudrait que la société puisse les accompagner parce qu'au-delà d'être des filles, des femmes,
elles doivent être fières d'être des Gabonaises et des Africaines. Ouais, filles, femmes et filles. Mam Coumbe, on voit qu'actuellement tu es doctorante. Moi, je sais déjà ce qu'est la psychogénéalogie, mais donc on est là avec ta spécialité thérapie transgénérationnelle. Oui, alors la thérapie transgénérationnelle, c'est tout simplement une branche de la psychologie qui nous aide à remonter les traumas à la jeunesse. Donc, on se sert en fait de la transgénéalogie et de la généalogie pour ne pas seulement traiter les symptômes, mais remonter à la cause d'un mal ou d'un trauma en fait qui se transmet en vérité de génération en génération. Donc moi, je ne voudrais pas nécessairement être clinicienne, je ne veux pas recevoir. Moi, je veux plutôt aller m'orienter du côté de la recherche parce que j'ai compris en commençant ce programme que nous, par exemple, dans nos cultures et nos traditions, ce sont des thématiques que nous avons déjà abordées. Nous avons déjà les process, en fait, dans nos rituels d'initiation ici au Gabon et en Afrique d'ailleurs. Et dans d'autres cultures sud-américaines, par exemple, ce sont des principes que nous, on a déjà exploités depuis des millénaires, sauf que ces principes ne sont pas théorisés. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas nécessairement contrôler la qualité du soin que l'on donne et on ne peut pas l'évaluer sur du long terme parce que un patient zéro est toujours un patient en constante évolution. Ce qui me tenait à cœur, c'est d'avoir la théorie qui va permettre d'accompagner la pratique qui se fait déjà sur place parce que un individu ne guérit que dans son environnement naturel. Tout à fait, bien sûr. Donc, les livresses que je suis ici avec Mam Coumbe, nous discutons dans cette première partie de son univers, je vais dire ici académique. Donc, on découvre la personne de Mam Coumbe très côtoyée à travers les réseaux sociaux. Et là, ça m'emmène à parler de l'univers de Mam Coumbe, qui est une page très prisée dans laquelle tu abordes voilà les questions de sexualité féminine. En fait, la femme toujours est toujours la femme. Alors, pourquoi l'univers de Mam Coumbe? Alors, l'univers de Mam Coumbe, c'est parce que au fur et à mesure que j'avance dans ma lutte pour l'émancipation des femmes, au fur et à mesure que j'évolue dans mon rapport en fait d'assistance aux femmes et d'accompagnement, en fait, je suis en train d'acquérir beaucoup de connaissances et puis il y a des champs de compétences qui méritent quand même d'être distingués pour ne pas faire la confusion, n'est-ce pas? Évidemment. Je suis naturellement promotrice culturelle et c'est un pan de mon activité, mais à l'intérieur de l'assistance que nous portons aux femmes que nous accompagnons, il y a le volet sexualité féminine qui a besoin d'être abordé, pas seulement par nous, mais c'est aussi, je pense que c'est un pan oublié de la santé au Gabon, par exemple, et en Afrique. On a encore un gros tabou pour parler de sexualité. Maintenant, la sexualité est un des facteurs probants des violences que subissent les femmes. Il y a beaucoup de conflits que les femmes rencontrent ou engendrent parce qu'elles sont méconnaissantes de ce qu'est la santé sexuelle. Parce que quand on parle de santé sexuelle, on ne parle pas uniquement des pathologies, des épidémies. La santé sexuelle relève aussi de la psychologie. La santé sexuelle aussi relève du bien-être physique, mental, émotionnel et psychologique de la femme. Donc, l'univers de Mam Coumbe, c'est un podcast que j'ai créé pour qu'on ne voit pas les visages, mais qu'on puisse écouter. J'ai voulu créer un espace de libération de la parole de la femme pour parler de toutes les thématiques qui tournent autour de la santé sexuelle féminine. En réalité, ce que nous faisons, nous ne nous juxtaposons pas aux professionnels de la santé, mais nous essayons de recueillir la parole pour mieux orienter les personnes. Et je crois aussi que une partie, l'essentiel même d'ailleurs du travail qu'il faut faire, c'est emmener les femmes à parler elles-mêmes. Emmener les femmes elles-mêmes à identifier quels sont les traumas, les maux, quelles sont les situations qu'elles vivent. Si elles arrivent à les nommer, elles peuvent commencer le processus de guérison pour celles qui en ont besoin. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que les jeunes filles, je crois que dans la vie d'une femme, il y a un âge pour se connaître. La société nous contraint, nous, lorsqu'on nous élève en tant que femmes, à être des corps qui vont être à la disposition donc de tout le monde, de la famille, de la société, de nos époux, de nos enfants, de nos frères, de de nos sœurs et tout. Mais je crois qu'il y a un âge pour commencer à revêtir vraiment son manteau de femme. Il y a un âge. Moi, je crois que les femmes ont un certain âge pour acquérir la connaissance. Ça se prépare. Donc, je n'espère pas que les jeunes filles de 12 ans, de 13 ans me suivent maintenant.
quand elles seront prêtes, elles chercheront l'information. Je crois que le travail que nous nous évertuons à faire, c'est de rendre d'abord l'information disponible. Et celles qui seront aptes à recevoir cette information en feront bon usage. D'accord, merci Mme Koum. Les amis, on va se placer à la deuxième partie. Nous allons découvrir le livre qui nous réunit aujourd'hui, Les nouvelles de Marundu de Mme Koum. Nous en discutons tout de suite avec l'auteur, juste après le générique. Alors, les nouvelles de Marundu de Mme Koum. Avant d'abord de poser la question, qui est Marundu, moi je veux comprendre d'abord pourquoi Mme Koum aujourd'hui a décidé de prendre la plume et écrire. Oh, c'est parce que je lisais beaucoup les autres. Et puis, à vrai dire, j'ai commencé à écrire un premier recueil de nouvelles. J'étais, il y a peut-être 15 ans, 10 ans de cela. J'aimais bien écrire mes pensées. J'ai toujours tenu un journal intime. Et j'ai au moins 2 ou 3 agendas où j'aligne toujours mes pensées à la fin de la journée. Donc après, est-ce que c'est ça, écrire véritablement? Non. Mais l'idée, c'est d'abord que à une période de mon aventure avec les femmes, j'ai commencé à me plonger dans la lecture. Je lisais beaucoup d'essais sur le patriarcat. Et après un moment, j'ai compris qu'il me fallait légitimer ma parole. Mais toujours est-il que je n'ai pas voulu rentrer dans une phase trop technique de mon approche de la féminité, du féminisme, de l'afroféminisme. Je me suis dit que le type de population auquel je m'adresse, en fait, c'est un type de population déjà qui me suit sur les réseaux sociaux. C'est là où j'ai la communauté la plus large que je puisse avoir. Et comme je ne vis pas au Gabon, il me fallait un prétexte d'écriture qui serait aussi digeste que ce que je représente sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et donc, j'ai voulu entamer ma petite marche, j'ai envie de dire quoi, embryonnaire dans la littérature, avec un recueil de nouvelles que j'espère facile à lire et très accessible au public, surtout féminin. Nouvelles de Marundu. Pour te lire, voilà, Percy, je te lis tous les jours. Quand il y a l'occasion, tu as toujours cette occasion de donner avec les nouvelles de Marundu, il y a toujours ce personnage de Marundu qui revient. Et je sais que la question devient un peu redondante depuis que tu y es, mais moi, je vais quand même essayer à la reposer en te demandant qui est finalement Marundu. Marundu, pour dire vrai, Marundu est un de mes alter ego. Quand j'étais très jeune, j'étais une enfant un peu agitée, j'étais hyper dynamique, en fait j'étais hyper active. Et dans notre société, on ne reconnaît pas encore l'hyperactivité comme étant une donnée en fait qui puisse exister chez les enfants. Je crois que chez nous, même dans le Sud, on dit qu'on a le boulot à l'eau quand une fille est très agitée, extravertie. Et donc, c'est fort justement de ce qu'on n'arrêtait pas de me dire, il faut que tu te tiennes bien. Ah, tu parles trop comme enfant. Je me suis créé des alter ego pour pouvoir avoir des conversations avec moi-même et je les ai gardés tout au long de mon parcours. Et donc, Marundu était un alter ego qui naît il y a 4 ans et demi, lorsque je me rends compte que ma posture de professionnelle et de fondatrice d'ONG ne me donne pas toujours l'opportunité d'aborder toutes les questions. Et donc, je laisse parler Marundu à ma place parce que elle est intangible, elle est invisible, elle est, on peut pas toucher intouchable. Voilà. Donc, je voulais que la voix de Marundu, ce qu'elle représente pour les gens, soit une voix qu'on ne peut pas éteindre, quelle que soit la situation. Je voulais que ce soit une voix féminine, en fait, qui pourrait faire sens aux autres personnes. Et donc, j'ai créé ce alter ego Marundu pour pouvoir parler à ma place. Ok, aujourd'hui, Marundu a des nouvelles à nous partager. Oui. Donc, Marundu vient ici au Gabon pour nous partager 12 nouvelles. C'est ça. Donc, elle a beaucoup de choses à nous raconter dans l'amour au rendez-vous, de l'histoire, la cour de récréation, maman sans mode d'emploi. Il ne faut jamais parler aux inconnus. Envoler des saphirs de minuit, la chevelure du mariage, le calibre 12 de mon père. Où vas-tu, Candy? Des robeuses et Bella Banga taper le diable. Et en lisant ces nouvelles, j'avoue que je m'attendais à lire le côté Congo sœur de Marundu, qu'on lit souvent sur les réseaux. Du coup, je me suis posé la question en disant pourquoi Mme Koum s'est un peu éloignée de ce style. Alors, les chroniques Congo ça virevoltant avec Marundu décryptent l'actualité, mais décryptent surtout l'actualité sur les réseaux sociaux. Par contre, les faits
dont Marundu parle dans cet ouvrage sont des faits qui dépassent l'actualité, qui sont intemporels. Ce sont des femmes qui existent dans toutes les familles du monde. Donc, je ne voulais pas que les problématiques soient abordées de manière légère pour rester dans un Congossa, parce que dans notre pays, le terme Congossa renvoie à quelque chose de parfois négatif. Et puis, c'est du bavardage qui ne produit rien. Moi, je tenais vraiment à ce que la voix de Marundu parle de ces femmes-là dont les situations sont intemporelles et passent de génération en génération en réalité. Mais je souhaiterais vraiment que Marundu soit la voix des femmes. Donc, dans les 12 nouvelles, on va essayer de décortiquer quelques-unes. Et là, je vais prendre une première nouvelle qui m'a beaucoup marqué, c'est Envolée des saphirs de Minuit, qui est ici la 6e nouvelle, dans laquelle l'auteur ici réunit plusieurs femmes. C'est le monde de la nuit. Et là, il y a quelque chose que j'ai apprécié, c'est l'entrée de jeu, le premier paragraphe, donc le style de l'auteur. Quand on lit, on a l'impression, on s'attend, perso, c'est la page 425, on s'attend à la prostitution. Ah! Oui, bien sûr. Quand je l'ai lu, vous me dites, face à soi devant un miroir, un soir au naturel, dépourvu de tout artifice, regardez pour ne pas oublier, observer pour mémoriser et figer un peu d'humanité qu'il nous reste avant le début des hostilités nocturnes. Les hostilités nocturnes. Là, on sait qu'on va dans le monde de la nuit. Du coup, je me suis dit, ah non, là, c'est de la prostitution encore. Les femmes vont se prostituer. On se dit toujours que la nuit, si une femme sort de son domicile à minuit, vêtue de manière dépravée, elle va faire de la prostitution. Mais le plus souvent, quand on a commencé à lire Envolée des saphirs, on avance, mais c'est pas ça en fait. Non. C'est un autre côté que je dirais méconnu, bien méprisé, négligé même par nous les lecteurs, nous le monde. En fait, nous qui ne connaissons pas le monde de la nuit, toutes ces femmes qui sortent pour nous, elles vont juste se prostituer. Alors du coup, je me suis dit, l'auteur m'a un peu déroutée, mais j'ai apprécié. Donc j'ai vraiment apprécié. Donc là, tu nous fais découvrir Maya Labé. On a d'abord Marundu qui est ici. Voilà, elle est maman. Elle tombe sur un jeune homme, amoureux, sentiment non partagé, je dirais. Et aujourd'hui, tu fais parler d'autres femmes à travers Marundu. D'autres femmes gravitent autour de Marundu. Parce que lorsque, à l'époque, Marundu tombe dans le monde de la nuit, ça a été une expérience initiatique. Ça a été une expérience de sororité malgré tout. Ce qui était important de relever dans cette nouvelle, c'était de montrer que les femmes qui travaillent de nuit ne sont pas des femmes irresponsables. Toutes les femmes qui travaillent de nuit ne sont pas des femmes dépravées. Toutes les femmes qui travaillent de nuit ne sont pas de prostituées. Et surtout que lorsqu'on travaille la nuit, le monde n'accepte pas que les femmes travaillent la nuit. Donc nous sommes nous-mêmes nos propres protectrices, avec l'aide de certains hommes aussi, et j'ai pu le noter. Mais c'est surtout que le monde de la nuit est un monde difficile. On y entre et on y ressort difficilement parce que travailler la nuit bouleverse toute la journée d'une vie. C'est une caricature, c'est une salissure que de travailler la nuit à plus forte raison dans un bar. Surtout que les femmes qui essayent de travailler la nuit dans notre contexte ou qui travaillent la nuit ressortent difficilement de ce milieu parce que lorsqu'on vit la nuit, on est difficilement accepté le jour. Donc là, on a Rosie, la Moudjahidine. Tu t'es inspirée de quoi? Un peu comme une terroriste émotionnelle qui se fait sauter à chaque fois que la vie la bousculait. Ce que j'observais chez Rosie, la Moudjahidine, c'était cette capacité à s'auto-flageller avec des hommes qui devaient nécessairement la brutaliser émotionnellement ou physiquement. Donc je me suis dit, c'est comme des terroristes en fait qui sont toujours au carrefour de la mort et qui savent que en fait qui sont devenus addicts à tout ce qui est douleur et souffrance. Et donc je voulais moi ressortir ces parcours de vie où des femmes deviennent addictes en fait à une forme de mépris et de souffrance et elles ne savent plus se définir autrement. Et d'ailleurs je voudrais rendre un hommage à cette personne qui existe toujours, qui a existé du moins, Rosie, qui nous a quittés il y a quelques années. Et donc, je voulais, à travers cette nouvelle, lui rendre un hommage. Et si sa famille me regarde, ça a été un beau personnage, ça a été une grande sœur pour moi. On va prendre la page 100. Toujours pour Rosie. Ne t'inquiète pas pour Rosie. Elle pique souvent des crises, mais elle revient toujours. Vous les femmes, je ne vous comprendrai jamais. Je me demande ce que certains d'entre vous trouvent à des hommes aussi violents.
Chercher l'argent, c'est bien, mais la santé est un luxe que l'on ne peut pas prendre le risque de perdre. Dans le cas de la personne qui parle, c'est Monsieur Charles, qui était notre comptable, à qui je fais un coucou d'ailleurs s'il se reconnaît, s'il est toujours là. C'était ce qu'il pointait du doigt, c'était le lien entre l'argent facile et la facilité des coups et des violences. Donc, il disait que les femmes sont tellement prêtes à avoir de l'argent facile qu'elles sont prêtes à tout accepter aussi, mais que la santé n'avait pas de prix, en fait. Et donc, je ne sais pas, peut-être que dans l'éducation qu'on nous donne, on fait de nous des dépendantes affectives. Parfois, ce sont les coups de la vie qui nous frappent tellement fort que on effrite un peu de notre dignité. Et puis, il faut aussi savoir que lorsque les conditions de vie sont difficiles, on déshumanise tout, on déshumanise les valeurs, le corps, la morale. Donc, quelqu'un qui vient nous frapper, l'essentiel, c'est qu'il nous donne un peu d'argent pour penser un peu les mots, penser un peu le corps, mais pas nécessairement la conscience. Et lorsqu'il y a autour des personnes qui ont du recul, elles peuvent voir en fait qu'on est dans un cycle de violence répétée. Sur tous les plans, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, à part cette Carla, vous avez aussi Maya l'abeille. J'ai pensé à Maya l'abeille, l'influenceuse. Je ne la connais pas du tout, je ne connais pas, mais cette Maya-là existe aussi. Mais je voudrais également lui rendre hommage. Oh là là. Elle s'appelle pas Maya dans la vraie vie, mais elle existe et je lui envoie toute ma force parce qu'elle traverse une épreuve difficile. Elle a un cancer du sein, c'est pourquoi j'ai tenu à immortaliser son histoire aussi. Courage à toi, Maya. Vraiment, le cancer, c'est quelque chose. Je sais pas s'il y a vraiment le mot pour définir cette maladie. Moi, c'est surtout que ça touche de plus en plus de femmes. En Afrique centrale, les chiffres nous disent que déjà les femmes africaines sont celles qui souffrent le plus de cancer et en Afrique centrale, c'est en train d'exploser. Donc moi, j'interpelle justement les pouvoirs publics pour dire on est capable maintenant aujourd'hui de prouver que le stress fait partie de ce qui va influencer les hormones des femmes pour qu'on se retrouve avec des cancers dits féminins. Donc, il faut qu'on comprenne que tant que la femme dans notre société ne se porte pas bien, elle s'expose aux maladies. Et si elle s'expose aux maladies, c'est sa progéniture et c'est la cellule familiale gabonaise qui va prendre un coup parce que on est en train de sortir une cuvée de femmes malades, de femmes frustrées, de femmes pas entendues, de femmes que l'État ne sait pas encore accompagner correctement. Donc voilà pourquoi moi je tenais à rendre hommage à ces femmes-là. D'accord. C'est une thématique d'actualité et je me rappelle, je sais pas si ça fait déjà 2 ou 3 mois, il y a eu des femmes qui ont fait une pièce de théâtre. Donc il y a eu festival coup de théâtre et ce sont des femmes, d'autres sont des bénévoles, d'autres sont des femmes porteuses de la maladie. D'autres, voilà, la mère était malade, elle est décédée d'un cancer et l'enfant décide de devenir bénévole pour soutenir cette cause. Donc, j'ai découvert des femmes battantes. On m'a même dit le phénix revient toujours de ses cendres. Donc, les amis, vous allez découvrir d'autres figures dans cette nouvelle. On a Jasmina la Barbie aux yeux verts. Vous allez encore découvrir Carla la duchesse de Njolé. Et du coup, elle a existé. Oui, je lui fais un gros bisou. Elle ne s'appelle pas Carla, mais elle se reconnaîtra. Et là, même, c'est la page 107, toujours avec cette Carla, la duchesse de Njolé. Voilà. L'amour sans respect, c'était le pire qu'elle puisse encaisser après des années de sacrifice. Son ex-conjoint se contentait de régler les frais de scolarité des enfants lorsqu'il se sentait d'humeur, punissant ainsi d'avoir refusé la polygamie sous le prétexte d'une dignité de femme pseudo-indépendante. Ramkoum, qu'est-ce que toi tu penses? Alors moi, je ne suis pas contre la polygamie comme étant une pratique culturelle et ancestrale, ou même traditionnelle, coutumière. Je n'ai pas de problème avec. Mais la polygamie à laquelle nous assistons aujourd'hui est une polygamie de circonstances. Ce que je dis, c'est que si les hommes sont polygames, qu'ils le soient dès qu'ils commencent leur vie sexuelle et intime avec les femmes. On ne se réveille pas polygame. On n'impose pas la polygamie à une femme qui a voulu ou qui a signé ou qui a pensé monogamie. Et donc, moi, je me surprends de ces hommes qui se lèvent après que les femmes leur aient donné leur sang, leur jeunesse, leur vie, leurs idées, leurs espoirs, leurs utérus, et qui se lèvent pour aller vers des plus jeunes. Je ne nie pas le besoin. Je ne dis pas que ça ne se passe pas bien dans le foyer. Je ne suis pas en train de dire que ces femmes-là, par exemple, se comportent toujours très très bien dans le foyer. Ce que je dis, c'est que le mariage est un engagement qui est sacré
Et je crois que lorsqu'on s'unit, il faudrait savoir dans quel genre on se définit. Si quand on se met ensemble, l'homme est déjà naturellement polygame, comme chez nos voisins sénégalais par exemple, le débat ne se pose plus. Mais dans notre pays, on a des hommes qui commencent avec monogamie, qui se retrouvent à devenir polygamie et parfois ils ne préviennent même pas la première femme. Moi, ce que je dis, c'est que quand on sait et qu'on a la prétention déjà d'avoir plusieurs épouses, il faut définir les règles dès le départ. Et je dis aussi surtout que ce qui me frustre un peu, c'est de se rendre compte que on a un parcours de vie qui va faire que la femme va, aux yeux de la société, hein, c'est pas vrai, la femme va perdre une certaine pétillance du fait de l'âge, des maternités. Elle va rester, elle sera assise dans un foyer et puis on va lui imposer une rivale. Moi, je trouve que c'est une violence. On va continuer et là on est avec la chevelure de mariage avec notre maman nationale Madodo à la page 127. Ok. Je vais lire le premier paragraphe. D'accord. La chevelure de mariage. Il est commun à la plupart des femmes africaines de savoir tresser des cheveux. L'art de la tresse est un métier qui se transmet de mère en fille, un moment privilégié de transmission de savoir en tout genre pour la femme. Il est question d'un contact physique et surtout émotionnel entre celle qui se fait tresser et celle qui performe. Un instant d'échange, de commérailles, d'appréciation, de soutien, mais surtout d'écoute. Qu'on peut remarquer, Marundu a creusé. Elle parle énormément dans le texte. Il y a tellement de brèches de lecture. Donc, Marundu va à la chevelure du mariage. Qu'est-ce que la chevelure du mariage pour maman? Bon, la chevelure du mariage, à la fois le côté rhétorique de la chose, mais je crois aussi que Marundu a voulu utiliser la chevelure comme symbole de féminité. La chevelure comme symbole de fierté chez la femme africaine, la chevelure et la tresse comme figure identitaire. Et puis, la chevelure, c'est quand on sait ce que ça coûte comme entretien, quand on sait ce que ça coûte comme compliment, quand on sait le temps que l'on consacre à la chevelure d'une femme, ça fait partie de nous, hein. Qu'on ait les cheveux longs, qu'on les ait courts, qu'on les ait colorés. On les aime. Ça marque en fait c'est une partie de la vie en fait corporelle d'une femme. Et donc je voulais, à travers cette nouvelle, du moins Marundu désirait sacrifier le cheveu de la femme pour parler de la gravité, donc de l'affaire. C'était un symbole sacrificiel. D'accord. Mais au début, tu nous dis ici que c'est l'art de tresser est un métier qui se transmet de mère en fille. Mais qu'est-ce qui explique le fait que les femmes aujourd'hui, les jeunes filles surtout, ne savent pas tresser? Mais parce que on est quand même en post-colonie, l'enjeu principal de la déperdition des populations qui ont été colonisées, c'est la perte de valeur. Mais quand on parle en général de la perte de valeur, on se dit que c'est quelque chose de figé. Les valeurs sont dans nos habitudes. On savait que les femmes prenaient du temps pour se faire belle, pour se tresser, et c'est là où on se transmettait des valeurs. C'est là où on se transmettait notre histoire. C'est là où on se passait des codes et des messages. Parce que se faire tresser, ça fait partie d'une coutume et d'une habitude. Ce n'est pas seulement ce n'est pas que le côté esthétique qui joue. C'est aussi le côté culturel, c'est le côté identitaire, c'est le côté, j'ai même envie de dire rituelique même de la chose. Donc, aujourd'hui, si les jeunes filles ne pratiquent plus l'art de la tresse, c'est parce que nous sommes en train nos valeurs sont en train de disparaître. C'est simplement ça, c'est parce que les mères n'ont plus le temps de s'asseoir avec les enfants, les filles dans la maison parce que tout se passe sur les réseaux sociaux, il y a tellement de distractions et puis il y a un point qui est central dans notre pays, c'est que la cellule familiale gabonaise est gravement touchée. C'est à cela que nous devons travailler. Si nous réorganisons la cellule familiale, eh bien, les valeurs se transmettront de génération en génération. Oui, naturellement. On va prendre la figure majeure donc de Dolores ayant dite Dolores Nguema qui porte cette chevelure de mariage. 45 ans de mariage avec Monsieur Edouard Nguema. Oui. Et aujourd'hui, on le notifie bien que c'est du concubinage de le départ. Oui. Donc, on a cette femme et ce monsieur amoureux avec 9 enfants. Aujourd'hui, Papa Nguema, dans ses vieux jours, décide de prendre sa locataire comme deuxième épouse. Lui qui a 60 ans, il dit qu'il se sent seul. Du coup, je me suis posé la question, Mme Komba,
C'est quoi la définition de l'amour à ce niveau, en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, l'amour, déjà, ça n'a pas d'âge, comme quelqu'un me disait. L'amour n'a pas d'âge, ça c'est la première chose. Et puis, il faut aussi noter que l'amour va se définir différemment en fonction des situations, n'est-ce pas? La solitude dont souffre Monsieur Edouard Nguema ici, c'est une solitude passagère. Je crois que ce qu'il faut noter, c'est que il a eu pendant 45 ans une femme à sa disposition qui a quitté son emploi, qui lui a fait des enfants, qui a joué le rôle de la parfaite ménagère, n'est-ce pas? Ensuite, cette femme, après avoir élevé ses enfants, se retrouve maintenant attachée à ses petits-enfants. Je crois qu'il y a peut-être un petit caprice de vieillesse pour retrouver des bonnes grâces. Et donc, il va peut-être s'orienter, je ne sais pas, c'est un angle de lecture, vers une femme plus jeune, une femme qui a beaucoup plus d'ambition, donc qui va dégager peut-être des énergies nouvelles, je sais pas, mais je pense que c'est un caprice de vieillesse. C'est une façon de vouloir renaître, de vouloir revivre, mais pas avec une vieille peau. Une vieille peau qui est là depuis 45 ans. Je le dis pas de manière péjorative, mais c'est pour marquer à quel point ça peut être choquant, ce genre de transaction amoureuse. Énormément choquante. On dit, au final, elle n'avait pas porté la robe blanche, mais avait bénéficié d'un mariage traditionnel, l'honorant tout juste avant le départ de son père pour l'au-delà. Édouard lui disait que le mariage qui comptait était le mariage coutumier et que si la mort venait à le prendre, sa femme était l'unique propriétaire de la maison qu'ils avaient en ville et les terres agricoles reviendraient à chacun de leurs enfants ayant atteint la majorité. Donc, du coup, là, en lisant le texte, je me suis dit, est-ce que c'était avec Géraldine? Ce n'est pas un mariage, je dirais... Intéressé. Voilà, par exemple, j'ai vu ça comme ça. On sait que Géraldine a de l'argent, elle assure. Elle est entrepreneur. Elle est prête à financer les deux mariages. Je crois que peut-être que ce à quoi on peut penser, c'est que Géraldine est une femme entrepreneur. Elle est à la fleur de l'âge, elle est beaucoup plus dynamique. Elle a peut-être aussi une éducation financière que Madodo n'a pas. Maintenant, l'homme réfléchit en se disant que si j'ai une femme qui arrive à fructifier mes terres, ce sera toujours à mon avantage, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi d'ailleurs il crée la stratégie en disant personne ne perdra puisque avant de l'épouser, elle, je t'épouse aussi toi. Donc il y a aussi de l'intéressement là-dedans. Je crois que la volonté ici était de dire que les hommes ne nous épousent pas pour rien. Lorsqu'ils nous épousent, c'est peut-être pour être celle qui saura élever nos enfants, les enfants du mariage, celle qui saura tenir la famille. En tout cas, les hommes nous épousent pour des raisons que nous ne voulons pas toujours voir parce que nous voulons épouser pour l'amour. Les hommes, je trouve qu'ils nous épousent par intérêt. C'est-à-dire, tu es une bonne femme, tu es une excellente femme au foyer, tu es une bonne mère pour les enfants, tu es une femme de famille. C'est de l'intérêt, n'est-ce pas? Ou alors, tu es dynamique, tu sais travailler l'argent, tu sais fructifier, tu m'apportes des idées, tu es une bonne conseillère. En fait, on recherche ces qualités. Moi, je trouve qu'il y a des femmes et pas toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes très intéressées aussi, mais je trouve que les femmes devraient réaliser que l'amour ne suffit pas. Bien sûr, d'accord. On va prendre toujours le titre, la chevelure du mariage. On rappelle que c'est Madodo qui porte cette chevelure, cette très belle et resplendissante chevelure qui, au fil du temps, avec les événements, perdra sa chevelure. Je me suis posé la question, quelle est la symbolique, c'est-à-dire quel est le rapport entre la chevelure que porte Madodo et l'histoire du texte? L'histoire de sa vie. Alors, il faut noter que la symbolique de la perte de cheveux, c'est la symbolique de la perte de confiance en soi. Ce que je voulais, moi, faire ressortir dans en attaquant cet angle d'analyse ou d'écriture, c'était de dire que nos cheveux dépendent de notre bien-être intérieur, la qualité de notre peau. Et tout ce que nous pouvons dégager comme aspect esthétique dépend de l'intérieur. Et on est face à une maman dodo qui est brutalisée émotionnellement. Donc, ça va être psychosomatique. Elle va commencer à développer des pathologies. Elle va commencer à perdre ses cheveux. Effectivement, elle les perdra peut-être parce que elle va rentrer dans un rôle qui ne sera pas le sien. Elle va embrasser une bataille qui ne sera pas la sienne. Et lorsqu'on embrasse une bataille qui n'est pas la sienne, on perd des munitions. Et la chevelure de Madodo, c'était son arme de séduction. C'était
une chevelure qui disait sa bonne santé dans tous les sens. Et lorsqu'elle a commencé à perdre ses nuits de sommeil, eh ben, elle a fini par perdre ses cheveux. Bien sûr. Donc, comme je vous disais dès le départ, Marundu est très bavarde, mais pas pour rien. Il y a tellement de thématiques. Vous aurez l'occasion de découvrir les thématiques. Les nouvelles de Marundu ne sont pas en quelque sorte des histoires de fiction, Parfois. mais en quelque sorte, bon, on va dire 95% de réalité. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, il y a Ningon et Obisa. Donc, on va prendre taper le diable. La ruse de Ningon va passer à côté et va créer une confusion entre deux rivales. Donc, Ningon, en fouillant le prétendant la nuit, va déféquer dans le terrain je crois que c'est Joséphine, je sais plus. Voilà. Madame Renato. Donc là, on est à Québec frontière. C'est ça. Et Joséphine Lipeka. Voilà. Donc, Ningon, avec beaucoup de maladresse, c'est le monde de la nuit après tout. C'est ça. Donc, elle va déféquer dans le terrain d'autrui. Et donc, du coup, je me suis posé la question, pourquoi taper le diable? Oh, taper le diable parce que le diable est dans les petites choses, hein. Il est dans les détails. Après, c'était l'envie de parler de notre façon de gérer les conflits à nous. On n'avait pas nécessairement besoin de la police. On avait beaucoup de techniques de dissuasion. Et moi, je me suis rendu compte que aujourd'hui, quand on dit taper le diable, c'est juste taper sur l'épaule comme ça. Mais c'est toute une histoire. C'est une confrérie qui s'appelle le Motendo. Et moi, je voulais pas que ça disparaisse comme ça. Je voulais pas aussi que taper le diable ne soit qu'une affaire de garçon. Je voulais que taper le diable vienne aussi pour réconcilier les femmes. Parce qu'on dit souvent que les femmes n'ont pas peur du diable. Si. On a peur, hein. Voilà, donc le côté culturel, traditionnel que je voulais conserver par la pratique et dire qu'aujourd'hui, la justice dans nos pays a du mal même à s'articuler parce que nous sommes enracinés dans notre façon à nous de gérer les conflits, n'est-ce pas? On préfère se parler, on préfère se chamailler, on préfère appeler le chef du quartier. Moi, c'est là mon famille. Voilà, et je voulais qu'on conserve ça et je voudrais justement que si la justice n'est pas capable de nous rendre justice, nous avons des éléments de règlement de conflits dans notre culture et dans nos traditions. C'est très simple, il faut repartir à ça, il faut structurer et il faut organiser. Pourquoi pas avec le contrôle du législateur? Bien sûr. Donc, taper le diable, si vous avez bien compris, c'est plus chez les Michogo et les Massango. C'est ça. C'est une pratique ancestrale, culturelle, qui existe bien évidemment. Pas seulement pour faire du mal, mais souvent pour amener à l'ordre. C'est surtout pour la gestion des conflits. Il y a beaucoup de dissuasion à l'intérieur, mais c'était un élément central d'harmonisation de la société, des villages. Et donc, nous, on n'avait pas nécessairement besoin de prison. On avait des avocats, on avait tout le staff, en fait. On avait tout l'appareil législatif et judiciaire. Sauf que on faisait beaucoup de dissuasion, ce qui permettait, au-delà de la punition, d'éduquer aussi. Parce qu'il faut pas l'oublier. Bon, après, je ne sais pas ce qui va se passer pour Ningon et Obisa, mais je crois que Ningon est dans les problèmes. Les vrais problèmes, parce que ce qu'elle a créé est très, très grave. Donc, on n'est pas seulement dans le monde de la culture, on a aussi des thématiques très blessantes, très frustrantes, comme le viol, les grossesses précoces. Là, quand je parle des grossesses précoces, on a Uba Chukandi, cette jeune fille qui finalement va décéder après un avortement. On a le calibre 12 de mon père, avec cette jeune fille aussi qui va fuguer, parce que le jeune homme ne va pas reconnaître la grossesse. Et à côté, on a le viol avec le bon grand de la bonne petite. Ce sont des thématiques d'actualité. Aujourd'hui, on a ces jeunes femmes qui subissent et restent dans le silence, qui refusent de parler, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parfois par peur. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dis? Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous. Il faut avoir le courage de parler. Il faut avoir le courage d'appeler à l'aide. Et puis, il faut avoir le courage aussi d'apprendre à se confier aux bonnes personnes. Parce que, en général, lorsque les femmes subissent des violences, elles ont honte. Et le temps passe et ça crée des traumas, ça crée des drames aussi parfois dans des familles. Mais ce que je voudrais dire à ces femmes, c'est que nous pouvons porter votre voix jusqu'à une certaine limite. Le plus important, c'est que vous soyez guéris de ces traumas-là. Le plus important, c'est que la génération d'après nous ne retombe pas dans les mêmes drames, en fait. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, ce que je voudrais dire, c'est que l'État, par exemple, gabonais, puisqu'il s'agit du Gabon, devrait accompagner les ONG dans le
processus de sensibilisation. Sensibilisation des jeunes filles, mais surtout sensibilisation des jeunes garçons. Parce que toutes les campagnes de sensibilisation qui se font sont toujours à l'endroit de la femme. Mais il faut aussi sensibiliser les jeunes hommes parce que dans cette affaire de violence, de viol, d'absence de consentement, on se rendra compte qu'il y a une partie de la population, sinon la population entière, donc hommes et femmes, qui manque d'éducation. On n'est pas éduqué au consentement. On est, en fait, on est tellement dans une société bouillonnante entre culture empruntée, culture imposée et puis notre façon de vivre traditionnelle que je trouve que il y a beaucoup d'amalgames qui se créent. Il faut créer des commissions de réconciliation de toutes ces données-là pour pouvoir harmoniser la société. Donc, c'est vraiment mon message. Parlez, mesdames, libérez la parole pour que ça ne soit plus une normalité de se taire. Libérez la parole pour que nous ne puissions plus assister aux mêmes traumas, surtout dans les familles. Et l'État gabonais devrait accompagner les ONG et les associations parce que ce que nous rencontrons dans les foyers gabonais, je le dis et je ne cesserai de le dire, la cellule familiale gabonaise ne se porte pas bien. Donc, merci Mamkou. J'ai envie qu'on aborde un point, maman sans mot d'emploi. On sait qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui, mères, d'autres abandonnent des enfants, d'autres avortent, comme on est en train de parler. Aujourd'hui, si une jeune fille tombe sur ce message, sur cette vidéo, qu'est-ce qu'elle doit retenir? 15 ans maman, 13 ans maman, 16 ans, elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Parfois, il y a des mères, voilà, qui jettent, je vais dire quoi, jettent la pierre à l'enfant. Si tu es enceinte, bon, va-t'en de ma maison. Oh, vraiment, qu'est-ce que tu dois leur dire à ces enfants? Alors moi, je ne tomberai pas dans le piège de dire quelque chose aux enfants qui font des enfants. Je ne tomberai pas dans ce piège-là parce qu'on est convaincu que ça ne fonctionne toujours pas. Hein. Les statistiques nous montrent qu'au Gabon, on est en train d'attendre les 40% de mères célibataires et à l'intérieur, il y a des jeunes filles mères. Moi, je vais plutôt m'adresser aux parents, à la cellule familiale gabonaise et surtout aux autorités. Aux autorités pour dire que nous sommes dans une phase de transition, nous sommes à un carrefour important de l'histoire de notre pays. Mais dans cette transition, le ministère de la Femme et de la Promotion de la Famille a disparu. Comment est-ce qu'on fait pour s'occuper dans nos foyers respectifs en tant que Gabonais? Comment on fait pour éduquer nos enfants? Comment on fait pour désinfluencer nos enfants qui ne suivent que les influenceurs? En fait, la cellule familiale gabonaise se porte tellement mal que des actions au quotidien ne suffisent plus. Il faut que ce soit une politique. Il faut que ce soit une politique pour redresser la société gabonaise en passant par la cellule familiale. Je ne pourrais rien dire à des enfants qui sont eux-mêmes terrorisés. Une jeune fille qui tombe enceinte, c'est encore un enfant qui va juste faire un enfant. Son corps peut recevoir un enfant, mais sa psyché n'est pas prête à accueillir un enfant. Si on veut parler à un jeune homme qui est en train d'avoir un enfant, ça va être difficile parce qu'un jeune homme n'est pas encore un père, vu que notre société n'apprend pas aux hommes à devenir des pères. Donc, l'État doit se saisir de la question de la préservation de la famille gabonaise. À quoi est-ce que la famille ressemble aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut implémenter pour que la famille gabonaise se restructure? Alors, Mamkoumbe, l'échange tire à sa fin et je vais un peu te taquiner. C'est quoi l'afroféminisme? C'est quoi le féminisme et c'est quoi l'afroféminisme? En quelques mots. Il y a beaucoup de définitions du féminisme, mais je dirais que c'est un courant idéologique qui tend à accompagner la femme pour l'accès, un accès à l'égalité des droits, égalité des postes, en tout cas pour valoriser le rôle de la femme dans la société. Maintenant, l'afroféminisme, c'est un courant idéologique qui parle du féminisme, mais dans son environnement naturel qui va être l'Afrique, sachant que qu'on l'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, les Afriques sont différentes. Et donc, les femmes vont vivre des violences systémiques, mais qui vont se décliner différemment. Donc, l'afroféminisme est un courant qui va comprendre 4 autres branches, comme le maternisme, comme le féminisme qui voudrait que les hommes prennent l'espace pour aller au front par rapport aux femmes. En tout cas, l'afroféminisme, c'est vraiment le combat pour la lutte des droits, pour valoriser les besoins de la femme dans son environnement qui va être l'Afrique. Mamkoumbe, est-ce que le féminisme des autres est le même que le nôtre en Afrique?
Non, il ne devrait pas nécessairement être le même que celui de l'Occident parce que nous ne vivons pas toujours les mêmes réalités, mais les violences vont se répéter parce que c'est lié au genre, n'est-ce pas? Et puis, il faut pas oublier qu'en Afrique, nous héritons d'un système colonial qui arrive avec ses carences, qui arrive avec son histoire, qui arrive avec son sexisme et sa misogynie. Donc, ça veut dire que si on hérite d'une société qui avait un problème avec les femmes, nous nous retrouvons dans une société qui va avoir un problème avec les femmes parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Maintenant, la chance que nous avons, nous, féministes, afro-féministes, c'est que nous pouvons nous servir de notre tradition, de notre culture pour redorer le blason de la femme ou pour aller chercher des outils dans notre tradition d'émancipation de la femme. Parce que si nous voulons implémenter le féminisme comme il se produit ailleurs, nous n'avons pas les mêmes réalités. Mais toujours est-il que si nous héritons d'une société post-coloniale violente avec les femmes, abrasive avec les aspirations des femmes, nous n'avons pas d'autre choix que de repartir dans le paradigme qui était le nôtre depuis l'Égypte antique, où la femme avait un rôle essentiel dans la société. C'est pourquoi d'ailleurs moi, la promotion de la culture que je fais m'aide à accompagner ce courant idéologique afroféministe qui prend ses sources aux États-Unis avec les femmes esclaves, qui va se décliner au Nigeria. Là, on a eu de très, très grandes figures afroféministes. Et je dirais peut-être aussi aux femmes qui ne s'intéressent pas. Les femmes devraient juste se dire que si nous ne nous tenons pas la main, et les hommes, les femmes et les hommes, si nous ne nous tenons pas la main dans ce combat aujourd'hui, nous allons laisser une société sexiste, misogyne à nos enfants. Et on sait qu'en Afrique, la femme est le socle de la famille. Donc, est-ce qu'on veut que la femme continue à être fragilisée parce que nous sommes dans un système et un paradigme qui n'est pas le nôtre? Je ne pense pas. Même si on est un homme, je pense que chaque homme a dans chaque individu descend d'une femme. Chaque homme a une épouse, aura une épouse ou pas d'ailleurs. Chaque homme aura une fille ou a des sœurs, a des cousins, des cousines. En tout cas, personne ne peut vivre sans la femme. Travailler pour les droits des femmes, c'est travailler pour la société. Merci Mme Koum. Alors Mme Koum, nous sommes arrivés au terme de ce bel échange. Ton mot de la fin. Merci, je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi l'Orchidée. Je suis très contente d'être dans Portrait Livresque. Je voulais pas rater cette occasion, en tout cas au Gabon. J'ai passé un excellent moment. Merci à toi l'Orchidée pour ta délicatesse. Merci pour ta lecture. Merci pour les différents angles de réflexion que tu dégages même à travers cette lecture-là. Je voudrais dire que le livre, la promotion de l'ouvrage continue. Le livre sera disponible, je l'espère beaucoup, à la Maison de la Presse, mais absolument, vous devez contacter la librairie du Mapan de l'Orchidée Moulengi. Elle vous livrera l'ouvrage avec le sourire. Et je crois que il faut offrir ce livre aux femmes parce qu'il faut libérer la parole. Donc, je suis contente d'avoir libéré ta parole déjà et je suis contente de ce que tu fais. Je suis très, très admirative du travail que tu as bâti. Merci. Merci beaucoup, Mme Koum. C'est moi qui te remercie encore. Et voilà, les livresques, c'est sur ce charmant mot qu'on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau voyage. Mais attention, on n'oublie pas les gestes viraux en likant la vidéo. On commente, on partage sans en répit. Refaites les recommandations à ma chaîne. Alors, on se dit ciao!